Maximilien, salut, Salut. bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. Et donc une chaîne qui, comme son nom l'indique, est là pour offrir la parole aux gens et permettre à toutes les opinions de s'exprimer sans haine. Donc c'est un honneur pour moi de te recevoir sur ma chaîne parce que tu es quelqu'un avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter quelques fois et c'est toujours intéressant de discuter avec toi. Donc on va Merci. essayer d'en faire profiter d'autres. Tu es aussi, pour moi, on en parlait tout à l'heure, un modèle d'intégration, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais tu es quelqu'un qui est très ancré dans le tissu louviérois. Tu es actif dans le monde associatif, dans le secteur culturel, et ainsi même qu'une implication politique, sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Ben, je vais te demander d'abord de te présenter brièvement. Voilà, Maximilien Atangana. Je suis bibliothécaire de formation. Je suis actuellement, j'exerce le métier d'animateur en éducation permanente à Eno Culture Tourisme, qui est un peu la division culture et tourisme de l'administration provinciale de la province de Hainaut. Et en dehors de cela, j'écris et récite de la poésie, je joue des percussions, je peins aussi, mais plus beaucoup, voilà, très peu, mais je me prépare à recommencer à le faire plus intensément. Et voilà. Ok. Alors, tu es aussi l'organisateur, l'instigateur en tout cas, et aussi l'organisateur, enfin tu me corriges si je me trompe, du festival Africa Louvre. Oui? Non? Oui, enfin, alors disons que oui, je suis le coordinateur de l'organisation du festival Africa Louvre. Que te dire d'Africa Louvre? Alors Africa Louvre a été créé par un de nos ex-concitoyens de la Louvière, je dis ex parce qu'il vit dans une autre ville maintenant, et qui s'appelait Antoine Tati. Antoine Tati était, et est toujours d'ailleurs, d'origine du Congo-Brazzaville. Et c'est lui donc qui a eu l'idée d'Africa Louvre. L'idée d'Africa Louvre étant de contribuer à l'insertion, à l'inclusion des personnes d'origine subsaharienne par la culture dans le tissu social louviérois. Ok. C'était donc cela. Et puis, le Conseil consultatif louviérois des citoyens du monde, qui est lui-même une instance consultative donc chargée de faciliter cette inclusion des personnes d'origine étrangère en général, a décidé d'assumer cet événement et de m'en confier la coordination. D'accord. Voilà, donc je m'en occupe depuis 2015, mais Africa Louvre existe, je crois, depuis 2007 ou 2008, quelque chose. Voilà. Ah ok, je pensais que c'était toi qui étais à la base de cette idée. Non, je lui ai simplement donné la forme que le festival a maintenant. Hein, c'est-à-dire, ici, il s'agit maintenant de promouvoir la création afrodescendante contemporaine, et les créateurs eux-mêmes étant des afrodescendants vivant en Belgique. D'accord. D'accord. Pourquoi cela? Parce que c'est aussi certainement lié à une déformation professionnelle, puisque je travaille dans l'éducation permanente, et que l'éducation permanente mobilise, si tu veux, des personnes qui sont exclues dans le but de faire qu'elles prennent place dans la cité comme des acteurs et égaux aux autres. Donc, Okay. et ici, le domaine de la culture est un domaine où les injustices en général sont très profondes. Si on avait le même type d'injustice dans le domaine social ou économique,
on serait, tout le monde défilerait dans les rues, ce serait proprement scandaleux. Il y a une double discrimination dans les musées. Les personnes d'origine étrangère et les personnes de conditions sociales basses sont peu représentées dans les productions que promeuvent les musées. Hein, tu vois, surtout vraiment dans le domaine des arts visuels, c'est très 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 prononcé. Ok. Voilà, à la Louvière comme ailleurs, et peut-être même dans tous les autres pays occidentaux. Mais donc du coup, Africa Louvre, en promouvant des artistes et des écrivains venus des pays du Sud, c'était un peu une façon d'essayer de corriger modestement la situation. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on travaille. Et donc, quand j'ai pris Africa Louvre en main, j'ai ajouté 2 éléments, c'est-à-dire d'abord élargir l'Afrique à sa dimension, de se retrouver entre le Cap et la Méditerranée. Donc des Maghrébins se sont retrouvés aussi impliqués comme créateurs dans la manifestation. Et ça a été l'occasion, par exemple, de faire savoir que, bon, à titre personnel, je le savais déjà, mais de faire savoir que tous les Maghrébins ne sont pas des Arabes et que tous les Maghrébins ne se présentent pas comme Arabes, et qu'il y a des artistes qui promeuvent l'idée que nous sommes des Berbères, peut-être des Arabo-Berbères, mais nous sommes certainement des Berbères, et donc qui, dans leur création, rendent compte du fait d'être Berbères, et en lutte culturelle pour s'affirmer dans une zone géographique que l'on qualifie le plus souvent couramment d'arabe. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, on a eu comme ça Makoto Kali et bien d'autres encore. Dema la dernière fois, pour ne parler que du Maghreb. Et puis, on a eu un slammer de Morlanway qui est venu faire une performance la dernière fois. Voilà. Et puis donc, premier élément donc ajouté à l'élément subsaharien, le Maghreb. Puis le deuxième élément, c'est la Wallonie, c'est-à-dire la Wallonie pour sa culture endogène. Donc la culture d'expression wallonne, si je puis dire comme ça, qui est elle aussi marginalisée par rapport à la littérature notamment d'expression française. Ouais. Quand tu es wallon, et que tu voudrais un jour qu'on te qualifie de grand écrivain, il vaut mieux que tu le fasses en français. Hein, je n'ai jamais entendu personne présenter, dire « Ah tiens, un tel est un grand écrivain », et alors qu'il n'écrit pas en français, dans cette partie-ci du pays. Et donc, ici à la Louvière, nous avons des acteurs qui promeuvent la langue locale endogène et qui se battent beaucoup, qui n'ont pas la vie tellement pas facile de ce point de vue-là. Ouais. Il y a donc un espèce d'élitisme dans la sphère culturelle globalement, pas qu'en Belgique donc. Oui, pas qu'en Belgique. Je crois qu'il y a, je pense que ça a à voir un petit peu avec la modernité et la colonisation. Quand je parle des Wallons et de la situation dans laquelle ils sont, ça renvoie à l'idée que la modernité occidentale européenne a promu le latin jusqu'à un moment donné, puis dans cette région-ci, le français, comme la langue de prestige, la langue de la domination aussi, et toutes les autres langues se sont vues plus ou moins marginalisées et se retrouvent un peu dans une sorte d'obsolescence programmée. C'est ça. Tu vois. Ouais. Et donc ce travail qui a été fait déjà à l'intérieur des frontières de l'Europe, c'est fait aussi au moment où l'Europe se répandait en dehors de ses frontières, en allant marginaliser ailleurs, dans un même mouvement qu'elle avait déjà initié ici. Tu vois. Et donc, j'en veux pour illustration un homme qui s'appelait Bartholomé de Las Casas et qui a vécu au XVIe siècle et qui avait écrit une lettre dans laquelle il est cité par Walter Mignolo, un auteur sud-américain du mouvement décolonial, et qui, Bartholomé de Las Casas, décrivait, donnait les critères comment est-ce qu'on pouvait reconnaître un barbare, en grosso modo. Et un barbare, pour Bartholomé de Las Casas, au XVIe siècle, ne parlait pas le latin, ne l'écrivait pas non plus.
Et donc, tu vois donc que quelqu'un qui était illettré au XVIe siècle était donc un barbare. Et tu vois quand même un peu le sort qui est fait aux illettrés aujourd'hui. C'est le même, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas droit de citer, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont obligées c'est-à-dire ils sont considérés comme s'ils ne parlaient pas, alors qu'ils parlent peut-être autre chose, hein. Mais comme ils ne parlent pas, qu'ils n'écrivent pas en français, c'est donc des gens dont l'opinion est difficile à prendre en compte, si je peux dire comme ça. Et donc, nous nous trouvons quand même dans quelque chose... je ne sais pas si le mot élitiste est juste pour parler de ça, parce qu'au fond, quand on parle d'élitisme, communément, on se dit qu'il y a quelque chose de supérieur qui est défendu par les dominants, et voilà, alors que les plus autres sont trop faibles pour défendre ce qu'ils ont. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, on est dans une configuration un peu verticale, mais je crois qu'on peut mettre ça horizontalement et dire qu'il y a des gens qui ont leur culture, leur code, qu'ils imposent à leurs voisins. Okay. Voilà, donc... C'est marrant ce que tu viens de dire sur la définition de barbare, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à dans l'Antiquité, où on définissait le barbare par le fait qu'il ne manie pas la langue, même dans la Grèce antique. Et donc ce serait quelque chose qui se rapproche plus d'une espèce de racisme qu'un élitisme, quoi. Même racisme, il n'est pas question de race ici, mais donc d'exclusion. Oui, c'est la discrimination, je dirais négative. On exclut donc des gens, déjà qu'il y a une instrumentalisation des différences pour créer des inégalités de traitement, de conditions. Et donc on a comme ça, c'est-à-dire que ici, il y a des gens qui sont rabaissés en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Tu vois, donc... alors donc on n'est pas vraiment en situation de démocratie quand il y a de l'exclusion, tu vois. D'accord. Alors est-ce que justement, j'embraye là-dessus, dans notre pays, il y a des institutions qui sont en charge de l'intégration, de s'assurer que l'égalité des chances, même si c'est un peu barbare comme expression, est respectée. Quel regard tu portes, toi, justement, sur les politiques d'intégration en Belgique? Alors, il y a deux grands modèles de politique d'intégration. On a le modèle communautariste anglo-saxon, on a le modèle français qui veut plus intégrer l'individu. Alors en Belgique, on a un petit peu du mal à cerner dans quel modèle on se situe. Quel regard tu portes, toi, justement, sur ce qui est fait en Belgique là-dessus? Mais en fait, si tu permets, je préfère être beaucoup plus local pour répondre à partir de mon expérience. C'est-à-dire que je préfère, par exemple, parler de la Louvière en termes de politique et d'intégration des personnes d'origine étrangère, parce que je ne crois pas être assez bien renseigné pour savoir ce qui se passe à Wavre ou à Liège, par exemple. Tu vois. Ce que j'observe à la Louvière, c'est ceci. On a, dit-on, à peu près un peu moins de 100 nationalités, comme on dit souvent, qui sont représentées ici à la Louvière. Nous avons à la Louvière deux musées qui sont prestigieux, le Centre de la Gravure et aussi le musée Jan Kelevici. Nous avons une maison de jeunes, le Centre Indigo, et nous avons bien d'autres atouts, mais je voudrais simplement observer que au musée Jan Kelevici et au Centre de la Gravure, il est très difficile d'aller là-bas quand on en a le loisir, et puis de voir sur les cimaises, donc il est très rare, de voir des œuvres produites par des personnes d'origine non européenne.
Voilà, ça c'est une première chose. Et on voit aussi quand même que quand nous avons au Centre Indigo, le Centre Indigo fait beaucoup de travail, un travail important en matière de promotion de la musique. Voilà. Mais le genre privilégié de musique au Centre Indigo, sauf erreur de ma part, c'est notamment le rock. Des musiques comme ça. Bon. Et alors, bien sûr, tout le monde sait, tout le monde connaît un peu l'origine négro-américaine du rock et tout ça, mais on sait aussi aujourd'hui que, en général, quand même, le rock, il est souvent joué par des blancs, disons comme ça. Ce qui fait que une institution aussi importante que celle-là, et je suis tout à fait prêt à risquer ma tête en disant que je suis sûr qu'il n'y a pas au Centre Indigo un complot contre les Maghrébins ou contre les Subsahariens. Bon, les gens là-bas ont peut-être des formations, ont une configuration mentale qui fait que c'est certaines formes d'expression culturelle qu'ils privilégient sans vouloir nuire à d'autres formes. Voilà. Peut-être qu'ils n'y ont pas de formation, que sais-je encore. Alors, donc, du coup, factuellement, eh ben, si tu fais du rap ou du reggae à la Louvière, deux formes de musique qui attirent beaucoup justement de Maghrébins, de Subsahariens d'origine, eh bien, tu n'as qu'à aller te faire voir ailleurs. Tu vois. Je ne sais pas depuis quand il y a eu un dernier concert de rap à la Louvière, par exemple. Tu vois. Et j'habite à la Louvière depuis 15 ans. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est préoccupant. Alors, quand on parle souvent de politique d'intégration, je crois que, alors tu as dit, il y a la politique assimilationniste française, la version multiculturaliste anglo-saxonne, mais il y a aussi, hélas, l'absence de politique. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que l'absence d'une vision qui se traduirait par des projets, par la mobilisation d'acteurs privilégiés, par leur formation, par leurs compétences, par leur sensibilité, leur conscience, afin de réaliser la vision que quelqu'un a eue ou qui était produite par l'ensemble, tu vois. Je pense qu'à la Louvière, en matière d'intégration, nous n'avons pas une vision, je considère que nous n'avons pas de politique d'intégration à la Louvière. Et je le dis aussi parce que je suis moi-même membre du Conseil consultatif louviérois des citoyens du monde. Et c'est quand même une instance où il n'y a personne qui ait une formation qui lui permette de prendre en charge, qui permette que cette instance prenne en charge la question de l'inclusion des personnes d'origine étrangère de façon, j'ai envie de dire, scientifique. Hein, de façon à ce qu'on ait un avis basé sur une étude du terrain, sur une façon de voir comment les gens vivent ici à la Louvière et ce qu'ils pourraient vouloir et ce qui leur est possible, et même ce qui leur arrive quand ils sont à la Louvière. Tu vois. Parce qu'il ne suffit pas d'être un blanc qui aime manger le couscous pour dire qu'on fait de l'interculturalité ou de l'inclusion. Il ne suffit même pas d'être un noir ou un maghrébin. On peut être un noir, mais et être incompétent en matière d'inclusion des personnes d'origine étrangère. D'accord. Alors, par rapport à ce que tu disais juste avant sur le fait que, voilà, en prenant l'exemple du Centre Indigo, certains styles de musique ne sont pas représentés ou très peu, et donc que ça crée une espèce de forme d'exclusion, d'accord ? Je pense tout simplement que les gens qui sont en place mettent en avant ce qu'ils aiment. C'est possible, il faut aussi étudier il faudrait étudier la question ça. pour en avoir le cœur net, mais moi c'est mon impression, comme tu disais tout à l'heure, je pense pas qu'ils soient... je pense pas qu'ils aient des mauvaises intentions, c'est juste que, voilà, eux, ils sont à ces postes-là, ils mettent en avant ce qui, pour eux, leur semble être intéressant. Et ce qu'ils savent faire aussi. Et ce qu'ils savent faire, voilà. Alors, qu'est-ce que tu
préconiserais, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre, enfin pas contre, je veux dire pour une plus grande intégration de gens d'origine africaine dans l'espace culturel? Bon, déjà, il faudrait que les gens d'origine africaine puissent aussi avoir accès à ce que font les gens qui sont d'autres origines. Ce serait intéressant, quand on est d'origine africaine et qu'on vit à la Louvière, de savoir qu'il y a quand même une forte colonie italienne ici, qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, et donc ce serait intéressant que l'on puisse avoir à la Louvière un lieu où nous pouvons, sans cultiver les stéréotypes, en tout cas organiser la confrontation fructueuse de toutes ces différences-là et de tout ce par quoi les différences se manifestent. Mais ça demande aussi donc qu'on ait une réflexion sur l'égalité, qu'il n'y ait pas de paternalisme là-dedans, qu'il n'y ait pas ce qui correspond un peu au concept de racisme cordial, qui veut que les personnes d'origine étrangère soient bien traitées tant qu'elles n'ont pas d'ambition, tant qu'elles ne questionnent pas la structure de la société au sein de laquelle ils évoluent, tant que ces personnes-là ne questionnent pas le fonctionnement de l'institution, c'est très bien. Et donc je pense qu'on a besoin de gens qui soient vraiment formés à comment est-ce qu'on se conduit quand on est face à l'autre qui est différent. Et ça ne s'improvise pas, hein. Je crois que ça s'apprend. Nous tous, nous avons des stéréotypes. Nous tous, quand nous sommes subsahariens, oui, on peut facilement croire que les Maghrébins ne sont que des producteurs de couscous, tu vois, ou des producteurs de terroristes, ou je ne sais pas quoi encore, tu vois. Donc, nous tous, nous pouvons facilement, personne n'est vraiment meilleur qu'un autre par rapport à ça, et dans certaines ambiances peuvent favoriser ou défavoriser l'activation de ces stéréotypes-là. Mais disons que par rapport au Centre Indigo ou bien d'autres institutions de ce type, il faudrait que les conseils d'administration de ces institutions soient relativement, même pas relativement, soient vraiment autonomes et que leur composition ne tienne pas seulement compte de la diversité des visages et des phénotypes, hein, mais qu'il y ait aussi une sorte que ce soit aussi le lieu où véritablement les questions sont traitées de façon soutenue, parce que c'est des questions graves quand même, tu vois, et où on a des gens qui ont une formation, une information sur les sujets qu'ils doivent traiter, tu vois. Et je pense que c'est vraiment absolument indispensable dans le climat dans lequel nous sommes. Hein. Ok. Alors, ce à quoi tu viens de, pas te faire allusion, mais de clairement citer, les travers de paternalisme, d'acceptation de l'autre tant qu'il n'est pas trop ambitieux, etc. Mm-hmm. Est-ce que ce sont des choses que tu as ressenties, toi, dans ce que tu as réalisé avec le festival Africa Louvre, par exemple? Parce que là, on peut voir quand même qu'il y a quelque chose qui se fait à la Louvière dans lequel les gens d'origine africaine peuvent s'exprimer. Oui, bon. Alors, ce qu'il y a de bien à la Louvière comme ailleurs et dans la vie en général, c'est qu'au fond, il n'y a pas de groupe monolithique, de groupe humain monolithique avec tout le monde qui résonne comme un seul homme. Mais avec Africa Louvre, je rencontre aussi des difficultés. Ce n'est pas une chose facile. Heureusement aussi, je vérifie que cet adage qui dit que quand une porte se ferme ici, il y en a une autre qui peut s'ouvrir à côté. Et donc, heureusement qu'il y a plusieurs portes, mais il faut franchement... Alors, même si ces choses-là sont très difficiles à prouver, c'est pour ça que j'évite de prononcer des noms, mais je le dis en conscience que l'inclusion des personnes d'origine étrangère n'est pas voulue par tous ceux qui sont pour l'instant dans les places les plus élevées. Ce n'est pas voulu. Il y en a qui ne veulent pas que nous soyons autres que des colleurs d'affiches ou des apporteurs de voix ou autre chose que le témoin de « Ah tiens, vous voyez, Maximilien fait Africa Louvre, donc tout va bien à la Louvière ».
Donc, et je pense qu'il est toujours suspect que quand on dit « Ah, Maximilien est là, il fait Africa Louvre, donc tout va bien », ça veut peut-être dire que justement, je pense qu'il faut soupçonner, il faut un peu... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que cela cache. Si ça allait si bien, ce n'est pas Maximilien qu'on citerait. On n'aurait pas besoin de citer Maximilien. Parce que quand on cite Maximilien, il fait Africa Louvre, mais c'est une exception. C'est-à-dire que tu deviens une exception à une règle d'exclusion. Tu vois? Okay. Et je pense que pour l'instant, l'exclusion est la règle et peut-être que c'est comme ça ailleurs, mais je ne vis qu'à la Louvière, mais je pense que la Louvière n'est pas du tout ce que je perçois, ne m'indique pas qu'à la Louvière, l'inclusion des personnes étrangères est un sujet traité comme sérieux, comme grave. Voilà. Alors, pour revenir aux politiques d'intégration, ces dernières années, je constate, donc je parle en mon nom, que la plupart des gens qui sont sensibles à ces questions-là sont de plus en plus influencés par des choses qui se passent aux États-Unis. Et donc on a une importation de plus en plus d'une vision communautariste des choses. Sachant qu'en Belgique, j'ai pas l'impression qu'on s'inscrive. Enfin, c'est difficile de dire si on s'inscrit dans une intégration plutôt à l'anglo-saxonne ou à la française. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une absence de projet. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou pas? Cette influence américaine à travers des mouvements comme Black Lives Matter ou des choses comme ça, qui ont après une répercussion chez nous ici. Mais je trouve que c'est très bien que, alors parce qu'il faut qu'on sache de quelles répercussions il y a, je pense qu'il est très heureux que le mouvement Black Lives Matter ait une répercussion en Belgique, tout comme je trouve qu'il est très heureux que le désespoir et l'espoir palestinien ait une répercussion ici. Comme ça au moins, les gens qui souffrent ailleurs se font entendre loin de chez eux. Ça, c'est une chose. Alors, du coup, bon, il y a beaucoup de choses détestables que je déteste aux États-Unis. Mais enfin, cela dit, tout ce qui vient des États-Unis n'est pas forcément mauvais. Ça dépend de comment on s'en approprie ici. D'accord ? Parce que je ne sais pas à quoi tu fais référence exactement. Parce que mais disons que j'ai déjà entendu dire que oui, les antiracistes en Europe continentale s'inspirent trop bêtement, si tu veux, trop mimétiquement des antiracistes américains, alors que l'histoire n'est pas exactement la même. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais alors, je voudrais apporter ce que je crois devoir être une correction par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose de commun entre les Noirs d'Amérique et nous, les Noirs d'Europe, qui est lié à la colonisation. Et la colonisation qui est un peu l'aboutissement du colonialisme, le colonialisme étant un peu le mouvement d'expansion, donc la conquête des territoires non européens par les Européens. En tout cas, la colonisation dont on parle, c'est celle déclenchée à partir de Christophe Colomb, disons comme ça. Et donc du coup, ce mouvement-là aboutit à des colonies. Une colonie, qu'est-ce que c'est qu'une colonie? Une colonie, c'est un ordre social qui est fondé sur l'inégalité entre le colonisateur et le colonisé. Cette inégalité-là se répercute à trois niveaux de la vie. Économiquement, le colonisateur est représenté par quelqu'un qui est le patron dans le jeu économique de la colonie. Et donc, du coup, les colonisés sont essentiellement des employés subalternes, ils ont les travaux les plus pénibles et les moins bien payés, etc., etc. Et puis, ils ne sont pas forcément respectés comme êtres humains là-dedans. Le deuxième aspect, c'est que la colonisation instaure aussi une inégalité au plan culturel, au plan symbolique, c'est-à-dire que, prenons par exemple l'Afrique. En Afrique, quelle que soit la colonie, le blanc est supérieur au noir.
En Amérique, le blanc est supérieur à l'indigène américain. En Asie, c'est la même chose. Et cela induit donc plusieurs autres inégalités qui sont que les valeurs du colonisé sont inférieures aux valeurs du colonisateur. Par exemple, on va vous dire que la polygamie est inférieure à la monogamie. Hein? Même on continue à le dire aujourd'hui que la polygamie c'est le mépris de la femme. Bon, alors qu'en Belgique, beaucoup de femmes meurent sous les coups de leur mari, monogames pourtant. Donc, la monogamie n'est ni bien ni mauvaise, ça dépend du monogame. La polygamie n'est ni bien ni mauvaise, ça dépend du polygame, comment ça se passe dans l'interaction. Mais donc, les valeurs culturelles européennes sont supérieures aux valeurs du colonisé. Et bien sûr, le savoir produit par le colonisateur est supérieur au savoir produit par le colonisé. Et même la méthode de production du savoir est supérieure quand elle est européenne et inférieure quand elle est colonisée. Et alors, le troisième plan, c'est la représentation politique. C'est que dans le système colonial, les colonisés n'occupent quasiment pas de position supérieure. Pendant la colonisation, par exemple française, on ne voyait pas un Sénégalais devenant président de la France coloniale. C'était quasiment inimaginable. Je n'ose même pas parler de possibilité. C'est-à-dire que même cognitivement, il n'était pas possible de penser que le président de la France, je ne sais pas moi, en 1910, soit un Sénégalais ou un Congolais, un Gabonais, que sais-je encore. Mais disons que c'est vrai aussi que le régime politique français en 1910 n'était pas le même que la Ve République, mais enfin, en soit. On a donc ces trois lieux où s'exerce la supériorité du blanc sur le non-blanc. Et c'est ça qu'il y a de commun entre, d'une part, les Noirs d'Amérique, parce qu'ils ont subi exactement la même chose, et les Noirs d'Afrique, par exemple. Mais aussi, et c'est ça aussi une dimension qui est très importante, c'est que ça reste vrai aujourd'hui. Tu vois ? Oui. Et ce système hiérarchique-là, je ne sais plus quelle est sa discipline exactement, mais en tout cas un chercheur péruvien qui s'appelle Aníbal Quijano l'a appelé la colonialité. Donc ce système hiérarchique qui établit que, somme toute, le colonisateur est supérieur au colonisé. D'accord. Et donc on voit encore qu'aujourd'hui, très récemment, on a eu une élection, ça pouvait se voir, il y avait une élection législative, on débattait sur le gouvernement, et on voyait que tous les invités pour parler de quel gouvernement on pouvait avoir en Belgique étaient tous blancs, la plupart du temps, sauf un Maghrébin qui est du PS, et qui est un homme très compétent d'ailleurs, mais il est de Bruxelles. Mais la plupart du temps, l'avenir de la Belgique se discutait dans les médias entre blancs, quoi. Et donc, pour toi, le processus d'émancipation de la phase du colonialisme n'est pas encore arrivé à terme? Non. Non, il n'est pas encore arrivé à terme, puisque la plupart du temps, nous apparaissons comme des exceptions, par exemple. Et le fait est que, actuellement, les revendications qui viennent notamment les revendications au plan de la reconnaissance identitaire, culturelle et tout ça, sont reçues comme des désirs de séparatisme en France ou de communautarisme en Belgique, ce qui revient un peu à la même chose, c'est ces gens-là veulent vivre à part, et puis ils réclament de nouveaux droits, j'ai déjà entendu cette expression-là, mais en fait, au fond, bon, je n'ai pas le détail de toutes les revendications, mais grosso modo, ces revendications-là sont des revendications d'égalité. Voilà, donc est-ce que... Bon, je vois que quand il y a des débats sur les mosquées, on dit oui, il ne faut pas qu'il y ait un minaret. Bon. Mais nous vivons quand même dans un pays
qui se veulent laïques, mais où les cloches sonnent depuis les églises. Tu vois? Voilà, je ne suis pas catholique, et à vrai dire, ça ne me dérange pas que les cloches sonnent, mais je me dis aussi, ça peut être amusant de voir que quand les musulmans vont à la prière, nous l'entendons, quand c'est les catholiques, nous l'entendons, quand c'est les protestants, etc., etc. Ok. Donc, d'accord. et je ne suis pas musulman non plus, donc... J'avais bien compris. Non, donc tu es pour une plus grande ouverture. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de choquer les autochtones qui, en retour, eux, se sentiront colonisés? Mais il faut quand même qu'on soit d'accord sur que veut dire coloniser. Mais coloniser, c'est envahir un pays, soumettre ses habitants, les réduire, discréter qu'ils sont inférieurs. C'est ça la colonisation. Donc moi, je n'ai pas encore, peut-être que je ne suis pas bien informé, je n'ai pas encore vu une armée venant ici pour dire nous voulons que ce soit l'islam qui devienne la religion d'État. Voilà, bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des musulmans violents, qu'il n'y a pas des musulmans... Non, c'est pas une question de violence. Donc, c'est simplement pour aller au bout de ton raisonnement. C'est la question que, donc, comme tu dis, les cloches sonnent à l'église, mais les églises ne sont plus si pleines que cela. Si on avait, par exemple, dans un pays comme la Belgique, un appel à la prière où là, les mosquées sont pleines à craquer, oui. Est-ce qu'il n'y a pas là le danger d'un sentiment d'avoir donc une culture qui vient d'ailleurs et qui commence à dominer? Et donc que ce serait générateur de tensions, tu vois ce que je veux dire? Bon, oui, ça peut générer des tensions, et je crois même que ça en génère, alors qu'on n'en a pas vraiment ça. Mais il y a aussi, moi je te dis qu'en démocratie, tous les citoyens sont égaux. Tu vois, en démocratie, tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas la démocratie et l'exclusion ou la minorisation sont incompatibles. D'accord. Et je voudrais quand même dire aussi que je parle français. Mes arrière-grands-parents qui vivaient au XIXe siècle ne parlaient pas français. Je connais presque toutes les prières catholiques. Mais mes arrière-grands-parents ne savaient même pas qui était Dieu, qui était la Vierge Marie, ni pourquoi elle était dite Vierge Marie, etc. etc. Est-ce que j'ai l'air d'être un type qui, je sais pas moi, ça a sûrement des conséquences sur la configuration du monde. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, des gens peuvent craindre d'être envahis, mais le fait est que si des musulmans remplissent leurs mosquées, ils n'empêchent pas les chrétiens de remplir les églises. Et puis le christianisme vient pratiquement de la même zone d'où est né l'islam. Hein. Voilà, donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a longtemps, très peu de gens qui vivent aujourd'hui ont vu le début du christianisme en Europe, mais ici, si des gens vont à la mosquée et qu'ils ne troublent pas l'ordre public, parce que ça aussi c'est une question, c'est-à-dire que le problème, ce serait de voir comment la vie intime des gens change parce que d'autres leur imposent des choses qui les indisposent. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ouais. Mais en fait, en règle générale, moi je pense que je pars du fait qu'en démocratie, toutes les voix se valent. Et la démocratie, c'est un lieu de débat. Tous les citoyens ne sont pas d'accord en démocratie. Et la démocratie est justement démocratie parce qu'il y a justement la contradiction. Okay. Mais si on dit, et quand je regarde ma carte d'identité, je n'ai pas la coutume de regarder la carte d'identité des autres, il n'est pas indiqué que, tiens, celui-ci, il est belge depuis telle date, donc ça lui donne tel ou tel privilège ou tel désavantage.
Tu vois? Moi, je pense que si les mosquées se remplissent et que les églises sont vides, ce n'est pas à cause des musulmans. Si les musulmans n'empêchent pas les gens d'aller à l'église, par exemple, on parlait de cloches. Si les cloches peuvent continuer à sonner, bon, moi, ça ne me dérange pas. Et j'avoue même que j'aime bien les cloches. Moi, j'aime bien. moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Si les cloches devaient cesser de sonner, je t'avoue que, bon, je n'en ferais pas de cauchemar, mais, c'est pas, il me manquerait peut-être quelque chose dans le paysage sonore. Mais il faut voir comment les gens s'accordent pour bien vivre avec leurs différences. Hein. C'est possible encore ça, non? Oui, non, moi je parle simplement du fait que est-ce est-ce qu'il ne faut pas justement essayer d'œuvrer pour qu'on soit tous en, j'ai envie de dire, en harmonie, hein, vivre ensemble de la manière la plus pacifique qu'il soit, et que vouloir peut-être imposer des signes culturels qui pourraient, à tort ou à raison, mettre mal à l'aise l'autre, peut nuire au vivre ensemble. Bon, alors, tu sais que la première fois qu'aux États-Unis, on a dit aux Blancs, écoutez, désormais vos enfants auront un noir comme voisin de table, comme voisin de banc, mais ça a été un terrible choc pour beaucoup. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Laisser la ségrégation pour ne pas choquer, parce que c'était une situation d'inégalité. Un endroit, un pays où toutes les cultures n'ont pas ne jouissent pas d'une égale reconnaissance, c'est un pays injuste. Tu vois? D'accord. Voilà, c'est-à-dire que... Donc, si je comprends bien ta logique, qu'un pays européen, que ce soit la Belgique, l'Espagne ou que sais-je, devienne à terme un pays musulman, c'est pas un problème. Il faut qu'on se dise ce que c'est qu'un pays musulman. Non, si tu parles d'un pays musulman, là tu parles d'une théocratie. Moi, je ne veux pas vivre dans une théocratie. Tu vois. Étranger, justement. Non. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec une majorité de musulmans sur un territoire et que démocratiquement ils prennent le pouvoir et qu'ils transforment ce territoire en théocratie, c'est peut-être ça qui fait peur. Démocratiquement. Bon. Ah oui, bon, tu sais, je ne suis pas déjà d'accord avec le fait que le monde soit capitaliste. Et donc, à mon modeste niveau, je me bats comme je peux pour que le capitalisme ne m'envahisse pas. Mais enfin, à mon avis, tout seul, je n'arrive pas vraiment à empêcher cela. Mais je pense que la question, c'est s'ils prennent le pouvoir majoritairement et qu'ils sont musulmans. Ta question me laisse penser que, même si tu ne l'exprimes pas, ça me laisse penser que la situation actuelle garantit l'harmonie. Non. Et voilà, donc non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis simplement, c'est comprendre les craintes des gens. C'est peut-être ça qui se cache derrière leurs craintes. Ah oui, bon, je peux, oui. Si quelqu'un est convaincu qu'il risque de vivre dans un pays, dans un califat, oui, forcément, nous en aurions tous peur. Enfin bon, moi je n'ai pas envie de vivre, peut-être qu'on peut être très heureux dans un califat, je n'en sais rien, mais je n'en ai jamais fait l'expérience. Hein. Mais je pense que il y a de bonnes raisons de craindre, de voir le support de son confort s'effriter. Je crois que c'est tout à fait humain, mais nous vivons aussi dans un pays, dans un type de pays qui promeut l'égalité entre les gens. Tu sais que la Constitution belge, je ne la connais pas par cœur, il y a un article, est-ce l'article 23 ou l'article 25, dit que chacun a droit à une vie conforme à la dignité humaine. Et alors, pour concrétiser cette histoire de dignité humaine, la Constitution donne une liste de droits, et y compris un droit à l'épanouissement culturel et social. Tu vois? Et le droit à l'épanouissement culturel renvoie à la participation à la vie culturelle de l'entité. Et tu es participant à la vie culturelle de l'entité
Si tu le fais, si tu es un acteur, si tu évolues parmi tes égaux. D'accord? Ce qui veut dire que, et ça veut aussi dire que ce que tu amènes est protégé des violences illégitimes que l'on pourrait te faire. Tu vois? C'est-à-dire qu'on ne devrait pas te disqualifier pour ce que tu amènes comme élément de culture, dont tes apports culturels ne devraient pas être dépréciés. Alors donc, mais toi non plus, tu ne dois pas déprécier, tu ne dois pas empêcher l'expression culturelle des autres. Et du coup, le dialogue est intéressant. Il faut quand même qu'on se dise que l'harmonie, c'est l'harmonie des différences. Hein. Tu vois? Quand tout ressemble à tout, on ne recherche plus l'harmonie. Oui, d'accord. Après, maintenant, bon, pour revenir peut-être à ce que tu disais tout à l'heure, c'est une vision très intéressante que tu présentes là, mais ça ne peut pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Non, je ne le pense pas, non. Voilà, il faut mettre des choses en place. Pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue entre les gens. Il faut que chacun soit rassuré par rapport à ce que l'autre imagine comme modèle et dans quoi l'autre se projette. Bon. Et tu as tellement raison que quand il y a, par exemple, le droit à participer à la vie culturelle, eh bien, ces droits, quand on a des droits, eh bien, les pouvoirs publics ont aussi le devoir de mettre en place des choses qui permettent que ces droits-là s'exercent dans les conditions dans lesquelles ils sont censés s'exercer. Tu vois? Donc, si on n'a pas, si on a une configuration institutionnelle qui ne favorise pas certaines choses, ben, elles n'arriveront pas. Si au sommet des administrations, on n'a pas des gens qui sont outillés pour prendre en charge ces questions-là, ben, on n'arrivera pas. Nous ne sommes pas dans un endroit où les citoyens se confrontent tout seuls. Il y a quand même la coupole institutionnelle dans laquelle nous évoluons et qui devrait faire que nous ne soyons pas dans une sorte de bagarre de saloon, hein, comme on en voit dans les, dans les films westerns. Ouais. C'est ça, d'accord. Donc il y a encore tout un travail à faire en Belgique, en tout cas, sur ce terrain-là. Oui, oui, parce que le discours officiel est très important aussi. Alors je voudrais revenir un petit peu sur la colonisation et le colonialisme et le lien que tu fais avec les discriminations ou les politiques d'intégration aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que la colonisation, c'est l'histoire du monde? Donc, je veux dire, c'est un processus qui n'est pas né ni au 19e siècle, ni avec Christophe Colomb, qui est là depuis la nuit des temps, et que les choses se digèrent au moment où elles se digèrent, elles prennent le temps à se digérer, et puis on passe à autre chose. Mais à ceux-là, je leur dirais de prendre la place de ceux qui ont tant de mal à digérer la colonisation. Mais je vais quand même dire une chose, c'est que j'ai abordé le concept de colonialité tout à l'heure quand je parlais de Kyrano par rapport à la hiérarchisation qui s'est établie à la faveur de la colonisation. Et c'est pour ça c'est un peu en Amérique du Sud qu'est venue cette idée de fixer la date de la colonisation dont on parle à Christophe Colomb, d'accord? Et effectivement, la configuration dans laquelle nous nous trouvons, avec la colonialité qui persiste, je pense qu'il est quand même facile de voir que le monde actuellement est dominé par des Blancs. Par des Blancs. Je connais aussi des Blancs, hélas, dominés et qui demandent aussi une sincère attention. Mais le fait est que certains Blancs qui dominent d'autres Blancs, qui ont des complices parmi des non-blancs, configurent ce monde-ci dans une injustice qui demande qu'on ne la combatte pas seulement en termes de lutte des races, si je puis dire, comme ça, mais qu'effectivement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'économie dans notre situation, qu'on s'intéresse aussi à la lutte des classes, voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai oublié ta question, en fait. Donc,
Donc, par rapport au Alors, fait tu que... comprends ce que j'ai dit. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Par rapport au fait que la colonisation, c'est un petit peu l'histoire Ah de oui. l'humanité et que Mhm. les choses mettent le temps à se digérer. Mais moi, j'aimerais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire parce que dans le monde globalisé d'aujourd'hui, est-ce que ça, c'est encore une grille de lecture qui est toujours aussi pertinente? Parce que bon, le monde de demain, il sera peut-être dominé par des Chinois, par des Indiens. Oui, bon, j'espère surtout qu'il ne sera plus dominé par personne. Mais enfin, mais disons que le fait est que notre présent est profondément marqué par la colonialité, d'accord? Et pas par la colonisation, parce que c'est deux choses différentes, D'accord. d'accord? Donc, c'est-à-dire que ce qui a le noyau, le socle de la colonisation, c'est la colonialité. Donc, la colonisation a disparu, mais la colonialité persiste, tu vois. Et donc, du coup, on se retrouve dans des situations où les inégalités ne sont pas seulement des inégalités de classe, mais où ce qui jadis était considéré comme des différences de race continue quand même à configurer le monde d'aujourd'hui, tu vois. Ok. Et donc, oui, la colonisation est passée, c'est peut-être l'histoire du monde, mais c'est comme l'exploitation des enfants, l'histoire du monde. Mais donc, nos devanciers du mouvement ouvrier ici, qui ne voulaient pas que des enfants aillent à la mine, est-ce qu'on leur aurait dit, mais vous savez, les enfants travaillent depuis la nuit des temps. Non, Non. c'est pas une manière de dire que c'est pas grave si ça perdure, c'est simplement de dire que tous les peuples ont été colonisés et qu'il faut simplement le temps de digérer, et je veux dire de s'émanciper d'une colonisation dont on ne s'émancipe pas totalement, hein. C'est-à-dire qu'il en reste toujours des traces, hein. On peut voir même ici en Europe qu'on est comme ça un mélange des influences qui sont dues à plusieurs invasions, plusieurs colonisations. Alors, petite parenthèse justement là-dessus, c'est la question de Léopold II. C'est une question qui m'intrigue un peu, moi, parce que donc c'est une polémique qui revient au devant de la scène régulièrement. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on recherche quand je sais que voilà, c'est une question qui toi te préoccupe. Qu'est-ce qu'on recherche par rapport à la mémoire de Léopold II? Moi, je te dis, c'est quelque chose qui me dérange parce que je suis professeur d'histoire, moi. Donc, en fait, j'ai parfois l'impression qu'on est dans une démarche de vouloir effacer l'histoire. Bon, je vais être encore très local. Le 30 avril 2018, j'ai interpellé le conseil communal pour demander qu'un hommage soit rendu à Lumumba, Mpolo et Okito. Parce que dans le martyre de Lumumba, on a retenu que Lumumba, mais en fait ils étaient trois, pardon, et deux autres ont été invisibilisés. Voilà. À la Louvière, nous avons une rue, Léopold II, qui avait été déjà pointée du doigt par un monsieur qui s'appelait Claus et qui est décédé. Je crois qu'il était un membre du PS. Je pense qu'il avait été un élu du PS, je ne sais pas. Henri Claus, un truc comme ça. Et donc, il avait demandé, bien des années avant, que cette rue-là soit débaptisée. Parce que Léopold II était un... Voilà. Honnêtement, l'idée de débaptiser les rues Léopold II, il faut dire que comme je vis à la Louvière, Léopold II n'est pas très, très présent dans notre paysage. Et d'ailleurs, nous avons un monsieur Conreur qui aurait fait sentir à Léopold II qu'il n'était pas le bienvenu à la Louvière lors de l'inauguration de l'ascenseur. Donc, il n'y a pas que pour des raisons coloniales qu'on pourrait fustiger, en tout cas à la Louvière, la figure Léopold II ne portait pas la Louvière dans son cœur. Ouais. Alors, ceux qui veulent que l'on débaptise des rues, comme ça a été fait par M. Claus, ceux qui veulent que l'on abatte les statues de Léopold II,
m'inspire donc ce que je vais te dire maintenant. Tout ordre sociopolitique produit des images et consacre des lieux qui vont porter ces images, qui vont rendre compte de l'ordre dans lequel on vit. Tous les ordres politiques font ça. Si tu vas à Bratislava aujourd'hui, c'était dans l'ancien bloc de l'Est, et ben, si tu y étais allé en 1979 et que sans plus jamais y aller, tu y retournes en 2021, tu vas voir que les hauts lieux, les endroits emblématiques auront un peu changé, et même les emblèmes auront changé parce que ce n'est plus l'ordre communiste qui règne à cet endroit-là. Tous les ordres politiques, sociopolitiques font ça. Marquent leur territoire. Bon. Quand la Belgique dit « nous sommes en démocratie libérale », au sens politique du terme, eh bien, nous allons donc chanter les grands hommes de la démocratie libérale. Ok. Je ne parle pas du libéralisme partisan. Oui, voilà. d'accord. Et très clairement, Léopold II est une figure qui, au plan de la démocratie libérale, est négative. C'est le maître d'œuvre de la colonisation du Congo, avec toutes les exactions que l'on sait qui ont eu lieu là-bas. Donc, il a une responsabilité personnelle dans ce qui a eu lieu au Congo, tant que c'est encore l'État indépendant du Congo. D'autres l'ont relayé dans la responsabilité, puisque les Congolais n'ont pas été tellement mieux traités après. Ouais. Bon, voilà. Léopold II, le voilà donc, à tel endroit sur un cheval, à tel autre de plein pied, etc., etc., à des endroits qui indiquent l'ordre dans lequel nous vivons. Alors, je ne dis pas qu'il faut être dogmatique et qu'il faut être sectaire, mais nous voyons quand même bien que si Léopold II est une figure au nid du colonialisme, on n'a pas à le chanter, parce qu'en fait, une statue de Léopold II, c'est un peu comme un chant à la gloire de Léopold II. Ouais. Et donc, ce n'est pas un document scientifique qu'une statue, c'est un chant, tu vois. Et donc, j'émettrais quand même des petites réserves, parce qu'on n'a pas des gens qui vont se recueillir devant la statue de Léopold II non plus, quoi. Non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je veux dire que l'ordre politique dans lequel nous vivons est contraire à ce que représentait Léopold II. Mm-hmm. Parce que je suis très heureux d'être belge après Léopold II tout en étant noir. Hein. Et c'est précisément ce qui me dérange, c'est qu'on est, c'est l'anachronisme en fait. C'est qu'on est en train de juger des choses du 19e siècle avec notre regard d'aujourd'hui. Là où je vais te reprendre, c'est que il n'y a pas de regard du 19e siècle. Toi qui es historien, je ne vais sûrement pas t'étonner en te disant que même au 19e siècle, tous les Blancs belges n'étaient pas pour la colonisation. Et tous les Blancs belges n'aimaient pas Léopold II d'ailleurs. Et donc, non, c'est-à-dire que c'est ceux qui dominaient en ce temps-là qui ont imposé Léopold II à l'espace public. Et aujourd'hui, il y a peut-être un renversement du rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour honnir publiquement Léopold II, alors qu'on n'aurait peut-être pas pu le faire il y a 50 ans, je n'en sais rien. Mais disons qu'il n'y a pas de mentalité du 19e siècle et une mentalité... C'est-à-dire qu'il y a eu une mentalité de ceux qui dominaient au 19e siècle. Ceux qui dominaient au 19e siècle avaient leur mentalité qu'ils ont imposée à notre pays. D'autres gouvernent aujourd'hui en imposant une mentalité et la politique est toujours... en fait, j'aime bien la façon dont Jacques Rancière définit la politique. Il dit que la politique, ce n'est pas seulement, je traduis avec mes mots de profane, ce n'est pas seulement la gestion des affaires, si je puis dire, courantes, mais c'est en fait que la politique, c'est en fait la confrontation de deux logiques, qui sont
la logique de la domination, qui est celle de ceux qui sont au pouvoir, et puis la logique d'émancipation, qui est celle de ceux qui n'y sont pas et ne veulent pas rester dans la marge. Tu vois? Et je pense que de tout temps, c'est un peu ça, même dans ta famille, même dans ton village, il y a toujours il y a plus ou moins des luttes qui sont larvées, qui sont ouvertes, que sais-je encore, qui éclatent, mais l'idée que c'est un anachronisme, ben, moi je la discute. Cependant, on peut se dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre avec ces statues de Léopold II là et quand même vivre bien? Voilà, c'est ma question. Tu vois, à la limite, c'est aussi une question que je me pose parfois. Je me dis parfois, bon, soit. Est-ce que la présence de la statue de Léopold II empêche que quand je cherche un appartement, on ne me le refuse pas parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau? Est-ce que ça empêche que je sois mieux reçu quand je vais à l'administration? Voilà, donc c'est un peu... c'est aussi une question qu'il faut se poser et que je me pose moi-même. Et en toute honnêteté, les statues de Léopold II, il y a la rue Léopold II ici, il y a 3 ou 4 numéros, je ne sais pas combien, si tu connais cette rue-là. Bon, mais donc cette question-là se pose, c'est celle de la pertinence. Je ne trouve pas cela anachronique, mais je pose quand même la question de est-ce que ces statuts m'empêchent vraiment de vivre? Est-ce que c'est ça qui empêche qu'on ait plus de justice? Est-ce que c'est ça? Voilà. Voilà, C'est une question aussi. Voilà. Donc je pense même qu'on pourrait avoir une situation de justice alors qu'on a des statuts de Léopold II. D'accord? Ok, donc c'est quand même bien quelque chose au moins secondaire. Bon, disons que je ne dirais pas que c'est secondaire, je dirais que dans un espace, aujourd'hui, nous sommes dans un lieu où, bon, Léopold vit à une époque où il est quasiment admis, en tout cas dans les médias, dans les lieux de distribution du savoir, que bon, ce n'est pas grave ce que Léopold II a fait, après tout, voilà. Donc il y a quand même que, même s'il y avait des gens qui honnissaient Léopold II, mais enfin, mais ce n'étaient pas les plus, ce n'est pas ceux qui avaient pignon sur rue, voilà, ce n'étaient pas eux qu'on considérait comme les plus grands intellectuels du pays. Mais aujourd'hui, on a quand même des voix qui s'élèvent pour questionner l'œuvre de Léopold II. Et c'est tout à fait ça. Mais moi, je me dis qu'il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'homme ne vit pas que de pain. Tu vois? Donc du coup, sans me contredire, je nuance un peu ce que je disais tout à l'heure. L'homme ne vit pas que de pain. C'est-à-dire que si, quand tu vis, même si tu as le ventre plein, si tu vis dans un endroit où tu vois des emblèmes de ton martyr, si je puis dire comme ça, ce n'est pas rien. Tu vois? Et donc, je ne veux pas dire que c'est secondaire, mais ici j'ai essayé de développer un peu l'argumentaire de ceux qui veulent que ces statuts tombent en disant que c'est l'emblème d'un certain ordre politique qui n'est plus celui dans lequel se reconnaît, en tout cas officiellement, l'ordre présent. Après, ça fait partie de l'histoire de Belgique et tu y as fait allusion tout à l'heure, tu peux te servir. Tu y as fait allusion tout à l'heure, même en Belgique, hein, il y a beaucoup de gens qui portaient pas Léopold II dans leur cœur. Mais ça fait partie de l'histoire et ça me pose problème le fait qu'on veuille comme ça arracher une partie de l'histoire. Sur la question de l'anachronisme, je ne te rejoins pas parce que y a quand même bien une mentalité du 19e siècle qui est la naissance des nations en Europe, la compétition entre les nations en Europe qui va mener à ce colonialisme. Léopold II n'est pas un cas isolé en fait, c'est ça le problème. C'est qu'à ce moment-là, il faut revenir sur bien des cas. Je vais prendre un exemple qui est plus spectaculaire que Léopold II, parce que comme je te disais tout à l'heure, les gens ne vont pas se recueillir devant la statue de Léopold II. Jules Ferry,
qui disait qu'il est du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. Ben moi, je me souviens que lorsque François Hollande a été élu en France, il a été déposé une gerbe sur la tombe de Jules Ferry. Moi, ça me choque plus que la question de Léopold II, si tu veux. Oui, mais et ça me choque plus aussi, puisque personne ne va déposer une gerbe sous la statue de Voilà. Léopold II. Mais est-ce que tu es au courant d'une déclaration qui a été faite récemment par ce monsieur qui était un grand acteur de la mort de Lumumba, mais qui est encore vivant aujourd'hui, j'oublie souvent son nom. Il parlait avec le Premier ministre, et le Premier ministre lui a fait la réplique en disant mais que nous n'avons pas la diaspora qu'il faut, un truc comme ça. Mais ça circule sur Facebook actuellement, il y a des gens qui ont même qui sont en train de faire une pétition pour fustiger le langage qui était tenu à l'endroit de la diaspora, j'imagine congolaise, encore aujourd'hui. Mais en fait, le fait est que de toutes les façons, il y a Léopold II, c'est l'objet d'une lutte. On n'aura pas d'unanimité pour dire c'était un salaud ou c'était un héros, tu vois. Et donc, la question que je peux me poser en tant qu'individu, c'est, comme je ne suis pas organisé, je n'ai pas une organisation derrière moi, bon. Et donc, je me dis, est-ce que je ne peux pas... est-ce que toutes les luttes, est-ce qu'il suffit qu'une lutte soit légitime pour que je la livre? C'est-à-dire, c'est plutôt au plan individuel que je peux me poser ce type de questions. Mais honnêtement, bon, Léopold II ne fait pas l'objet d'un culte en Belgique, en tout cas, à moins que cela m'ait vraiment échappé, Non, je ne sais pas si vous pas. voyez, non. Donc, mais Léopold II, c'est un prétexte aussi pour parler, mais au sens neutre du terme, je ne dis pas que c'est péjoratif, hein, c'est un prétexte aussi pour parler, pour discuter la colonisation, ses effets, et la colonialité en fait. Ok, en fait, donc on se sert un petit peu de Léopold II pour raviver le débat sur la colonialité. Voilà. Pour bien parler des injustices, notamment qui sont les injustices culturelles. Hein. Ok. Je pense que parce que la colonialité étant encore là et se traduisant par des injustices culturelles, ça peut être... Donc, c'est une porte d'entrée. Je ne sais pas si, même ceux qui vont rougir la statue de Léopold II, ont une obsession pour Léopold II. Je pense que c'est un moyen d'aborder plus largement la question de la colonialité. D'accord. Enfin, c'est comme ça, c'est... Alors ça, je peux l'entendre. Hein, maintenant, je vais simplement dire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure par rapport à l'appel à la prière ou des choses comme ça. Il y a peut-être une autre manière de faire que de chercher à crisper l'autre, quoi. Mais voilà. Mais je peux entendre le fait que Léopold II serve de prétexte pour remettre sur le tapis certaines questions qui ne sont pas réglées. Mais je pense qu'il faudrait peut-être interroger les acteurs de ces actions-là aussi. Ça, c'est une analyse que je fais après coup, enfin de loin, si je puis dire comme ça. Je ne suis jamais allé rougir la statue de Léopold II. Et donc, j'analyse la chose à partir de ce que je perçois et de ce que je crois entendre dans la bouche de ceux qui le font. Mais je voudrais quand même dire que je ne sais pas si ces gens-là veulent crisper l'autre, même aussi bien pour les prières et tout ça. Je pense que ceux qui veulent prier veulent seulement prier. Il y a une différence entre prier et vous. Mais personne n'a ces revendications-là, hein, ce sont juste des discussions qu'on a entre nous. Oui. De vouloir avoir un appel à la prière qui se fasse tu vois, dans toutes les mosquées de Belgique, comme les cloches des églises, il y a quand même une marge. Hein. Bon. Alors, comme je ne suis pas musulman, je ne sais pas ce que ça coûte de ne plus entendre le muezzin appeler à la prière quand on est musulman. Tu vois ? Je ne sais pas ce que ça coûte à un catholique de ne plus entendre les cloches. Mais, donc, parce que ce sont quand même des outils, des symboles très importants, et le domaine du sacré et le symbole sont très étroitement quand même liés. Hein.
Donc quand tu vas retrancher un symbole, ce n'est pas sans effet, tu vois. Et donc, mais quand tu vois que dans un espace public donné, certains peuvent s'amputer de certains de leurs symboles et pas les autres, c'est quand même, ce n'est pas sans poser problème. Mais moi, je ne tiens pas absolument qu'il y ait un médecin qui appelle la prière ou un truc comme ça. Personne n'a demandé Voilà. ça de toute façon. Donc, Non, mais c'était juste pour faire le parallèle avec Léopold II. Ok, donc on va quitter un petit peu ces questions de colonialisme et d'intégration pour revenir plus à toi et à ton parcours. d'accord. Donc, ça fait que tu nous as dit tout à l'heure combien d'années? 15 ans que tu es à la Louvière. Tu as vécu, je pense, à Paris avant, c'est ça? J'ai vécu à Paris avant, à Yaoundé, à Tournai, voilà. Quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivé à la Louvière? Donc, il y a 15 ans. Donc, on est début des années 2000. Bon, je dois d'abord faire un aveu. Quand je suis venu m'installer à la Louvière, ça faisait 3 ans que j'habitais la place du marché aux herbes à Mons. Et en général, le doudou ne me laissait pas beaucoup de bons souvenirs. donc, j'avais donc voulu déménager et j'avais peiné à trouver un appartement à Mons. Et c'est comme ça que, ayant perdu beaucoup de jours de congé parce que j'allais à Mons pour chercher un appart, qu'une de mes collègues, Florence Éloi, pour ne pas la citer, m'a dit, écoute Maximilien, je sais que toi tu estimes que nous à la Louvière, on est des mandailles, mais j'ai quand même repéré un petit appart qui pourrait te convenir, qui pourrait te faire économiser tes jours de congé. Et c'est comme ça donc que je me suis retrouvé à la place de la Louve. Bon. Alors, de ma fenêtre, j'apercevais un café qui s'appelle l'Ardenne. Et puis j'apprends que dans ce café, celui que j'appelle volontiers notre père à tous, les Louviérois, Achille Chavet, donc Achille Chavet allait là, et je me disais, mince, j'habite en face du café où un grand poète comme celui-là venait boire, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est quand même tellement intéressant, parce que quand je vivais à Paris et que j'allais au centre Pompidou, au centre de documentation au centre Pompidou, à l'époque, il y avait des cassettes VHS, tu pouvais aller, tu avais des moniteurs comme ça, où on te donnait une cassette VHS à l'accueil, et puis tu allais regarder. Je m'étais intéressé au mouvement surréaliste pendant longtemps dans ma vie. J'avais regardé quasiment toutes les cassettes VHS sur le surréalisme, Soupeau, Breton, Éluard, et que sais-je encore. Et puis je vais à l'accueil pour dire, est-ce qu'il y avait des surréalistes ailleurs qu'en France? Et le type qui m'avait déjà repéré, donc avec qui j'avais un peu sympathisé, me dit, écoute, j'ai une cassette qui parle des surréalistes en Belgique. Bon, je ne m'intéressais qu'à la poésie, hein, pas à la peinture à l'époque. Et donc, et là, je regarde une cassette sur le surréalisme en Hainaut. Et comme il y a très longtemps, je ne sais pas si c'était 2 cassettes différentes, il y en a une qui parlait, je me rappelle qu'il y avait le groupe Rupture, et il y avait le surréalisme en Hainaut. Alors je ne sais plus si c'était une cassette qui parlait du groupe Rupture et une autre qui parlait du surréalisme en Hainaut, ou alors c'est la même qui parlait des deux en même temps, mais peu importe. Et c'est là donc que j'avais découvert Achille Chavet. Bon, et comme je suis de gauche et que je l'étais déjà à l'époque, un poète communiste, c'était d'autant plus séduisant pour moi, et donc et très intéressant. Et donc je me rappelle qu'en sortant du centre Pompidou, j'étais allé à la FNAC non loin, et était allé chercher de la poésie de Chavet. Donc, mais comme j'ai une coutume que le Covid m'empêche vraiment d'exercer pleinement, d'aller lire dans les cafés, j'aime bien l'ambiance des cafés quand je lis, sauf si je suis en bonne compagnie. J'avais parcouru les cafés de la Louvière, j'avais un peu écumé, si je puis dire comme ça, en buvant de l'eau, des sodas et du café, les cafés de la Louvière, et j'avais remarqué qu'à la taverne du théâtre,
au Camillo, j'avais repéré, et puis au Café des Arts, je m'étais rendu compte qu'il y avait des gens à la Louvière, des autochtones. Hein. Beaucoup étaient vraiment des gens cultivés, souvent autodidactes, et qui faisaient vraiment une analyse fine de notre situation. J'ai vraiment été marqué par le nombre de gens que j'estimais intelligents. Peut-être suis-je trop bête, et donc du coup mon canon n'est peut-être pas assez élevé, mais moi j'ai été marqué dès les premiers moments de mon séjour louviérois par une si grande densité de gens plus ou moins jeunes, cultivés, curieux, créatifs même. Et alors, ce qu'il y avait en plus, c'est que, et qui s'est affirmé d'année en année, et qui s'affirme encore d'autant plus aujourd'hui, c'est que ces gens-là étaient en même temps des laissés pour compte. Tu vois ? Des laissés pour compte, je dirais, culturels. Bon, certains avaient des difficultés économiques déjà ou pas, mais en tout cas, certainement, au plan culturel, ils vivaient un peu comme si être créatif, créateur à la Louvière et louviérois était... Enfin, comment est-ce que je peux traduire ça ? J'avais l'impression que, et cette impression ne m'a pas quitté, qu'à la Louvière, quand on est créatif et louviérois, être louviérois semble être un peu une tare, quoi. C'est-à-dire que le monde culturel louviérois, quand je parle du monde culturel, c'est que je pense aux personnes qui sont dans des places où on prend des décisions, des gens qui sont dans les CA, des institutions culturelles, ne semblent pas considérer, en tout cas massivement, qu'il faudrait porter un regard sur nos créateurs qui connaissent des difficultés économiques. Tu vois ? Et c'est quelque chose, hélas, qui, à mes yeux, se poursuit aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment l'impression que nous sommes un peu comme dans un pays du tiers-monde, de ce qu'on appelait hier le tiers-monde. Quand tu vas dans un pays, dans les anciennes colonies, par exemple africaines, qu'est-ce que tu remarques ? Tu remarques que tu as plein d'intellectuels là-bas qui écrivent même des livres qui ne sont pas édités, qui ne sont pas disponibles ici. C'est pour ça que je fais souvent mon marché quand j'y vais. Et ces brillants intellectuels, qui sont même parfois aussi plus ou moins des opposants, ne sont pas reconnus dans leur pays. Il faut qu'ils aient trouvé un éditeur en Europe et qu'ils aient gagné un prix en Europe ou aux États-Unis pour qu'au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, au Sénégal, le phénomène est peut-être un peu moindre, qu'on les reconnaisse. Et j'ai l'impression que nous vivons un peu selon le même schéma ici. Tu vois ? Et donc, et je crois que ça pèse, ça va nous coûter très cher, à moins qu'on s'habitue à cette situation, c'est que c'est par rapport à la notion d'héritage. Et de l'identité collective, en fait. Parce que veut dire être louviérois aujourd'hui ? Hein ? Ça pourrait être intéressant qu'on demande aux louviérois, en fait, tu es louviérois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Et je pense que c'est quelque chose... Nous devrions trouver une définition du louviérois pour la prendre comme une base pour construire un avenir commun. Tu vois ? Que moi qui m'appelle Maximilien Tangana, dont les parents sont des Bantous nés dans la forêt équatoriale, Patrick Boussard qui est un autochtone, je ne sais pas si c'est défini comme wallon ou pas, ou tel autre, toi voilà. Et donc, comment est-ce qu'ensemble, qu'est-ce qu'il y a que nous nous disions louviérois tous les trois ? Tu vois ? Et je pense que ce serait intéressant que nous mettions cela au clair pour que ça serve de base
à une politique culturelle digne de ce nom, une politique, notamment tu parlais d'intégration tout à l'heure, digne de ce nom, pour que et du coup, que nous sortions un peu de ce flou, de ce chaos dont, alors bien sûr, le chaos n'est ni bien ni mauvais, le chaos peut produire le pire ou le meilleur, hein, mais nous pouvons orienter les mouvements du chaos pour qu'il en sorte le meilleur, quoi. Mais si, quand tu es habitant de la Louvière, que tu achètes ton pain à la Louvière, tes fruits, tes légumes, parfois tes vêtements à la Louvière, et que tu crées dans la souffrance économique, et que tu n'es pas reconnu, mais si tu n'es pas reconnu chez toi, bon, tu peux te consoler en te disant, après tout, on ne reconnaît pas les prophètes chez eux. Mais enfin, bon, je ne sais pas si les artistes ont vocation à être des prophètes qu'on ne reconnaît pas chez eux. Donc je pense qu'il nous faudrait vraiment sortir de cette situation. Et donc mes premières impressions ont été celles-là, une forte densité de personnes qui réfléchissent, qui créent, et c'est un peu normal. Devant nous, il y a Chavet, Bury, Balthazar, Louvet et bien d'autres encore, Georges N, Hubert, Ney, autant de gens qui, dans le domaine culturel, ont donné un certain cachet à cette ville qui est quand même la 5e ville de Wallonie. Donc tu dis qu'il y a un gros potentiel à la Louvière qui n'est pas assez valorisé. C'est exactement ce que j'ai dit, oui. Ok. Alors, donc, je vois que j'allais te poser la question du regard que tu portes sur l'évolution de cette ville, mais je pense que tu y as répondu. Alors, tu nous as dit ici que tu étais de gauche, que tu as toujours été de gauche, et ce qui t'a attiré et séduit chez Achille Chavet. Tu as, lors des dernières élections communales, rejoint la liste du PS. Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre cette démarche? Qu'est-ce qui m'a motivé? Je travaille. Bon, il y a d'abord ma situation, le domaine dans lequel je travaille, qui est l'éducation permanente, ce que font les bibliothécaires, j'étais bibliothécaire, et puis ce que font, ce qui est un peu normal encore, ce que font les animateurs en éducation permanente. J'ai pu voir quand même qu'au plan de la culture, à la Louvière, l'éducation permanente ne jouit pas, et ce n'est même pas vrai qu'à la Louvière d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour discuter la pertinence de l'éducation permanente et des choses comme ça, pour dire que ça ne prend pas, qu'il faudrait peut-être penser à autre chose. Et donc, moi, j'observais un déficit de ce point de vue-là. Je pense que pour créer une lignée, il faut qu'à un moment donné, que la population se prépare à bien accueillir les générations qui montent. Dans notre contexte, l'éducation permanente peut permettre de faire que ceux qui sont à l'écart puissent devenir audibles, tu vois. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être contribuer modestement, forcément. Je ne suis pas un gros politicien qui draine des foules ou un tribun, mais je me disais, voilà, au sein du parti, je pensais que je pouvais peut-être apporter une touche, une contribution, notamment en matière d'éducation permanente, donc de démocratie culturelle, et aussi, justement, la question de l'interculturalité, donc l'inclusion des personnes d'origine étrangère, plus exactement. Donc c'était un peu ça. Alors, nous sommes dans une configuration politique qui est quand même que on a un parti socialiste qui est hégémonique, et d'ailleurs, pendant la campagne, à un moment donné, je me disais, mais les autres ne font pas campagne, en fait. Et donc, j'avais parfois l'impression que les autres étaient un petit peu... ils attendaient que ça passe, quoi. Et puis... donc je ne m'en moque pas, hein, mais... Ok, donc c'est pour ça que tu as rejoint le PS, tu as rejoint l'équipe qui gagne, quoi. J'ai rejoint... Bon, c'était quand même un parti de gauche. Si ça avait été le MR qui dominait à la Louvière, je n'aurais pas rejoint le MR, tu vois. Clairement, bon, c'est un parti qui a un label de gauche,
et au sein duquel il y a quand même aussi des luttes. Il ne faut pas croire que tout le monde s'est converti au néolibéralisme, au PS, mais bon, mais il y a aussi la tendance lourde qui est celle que nous connaissons et qui est tout à fait manifeste aujourd'hui, même si le syndicaliste là est en train de secouer un peu les colonnes du temple, parce qu'il a, tu es au courant de ça? Non. Il y a il s'appelle comment? Goblet, un ancien syndicaliste qui est député fédéral PS, qui a fait alliance de circonstances avec Raoul et Debout par rapport aux revendications salariales. Et donc lui, il a pris sur lui de s'associer à lui pour faire une proposition au Parlement, quoi. D'accord. Tu parlais à plusieurs reprises de ton travail dans l'éducation permanente. En quoi ça consiste concrètement, en fait? Bon. L'éducation permanente, comment te dire ça? L'éducation permanente part de ce que je vais appeler une présupposition. Et ce n'est pas une présupposition, une sorte de lubie, c'est que comme nous vivons en démocratie, nous devons avoir des conditions égales d'accès aux biens communs. Or, dans les faits, ce n'est pas ça, puisqu'on est dans un monde inégalitaire. Et les inégalités reposent notamment aussi sur le fait que certaines parties de la population sont exclues du débat démocratique. D'accord. Et l'éducation permanente essaie de corriger le tir, mais en privilégiant l'expression culturelle. Donc c'est au niveau culturel que l'éducation permanente essaie d'amener l'égalité que la démocratie est censée montrer, l'égalité qui est censée signaler que voilà, nous sommes en démocratie. Du coup, par le biais de l'éducation permanente, quand les choses fonctionnent comme il faudrait, on devrait avoir des autodidactes, et même des illettrés, des analphabètes, qui peignent bien et qui exposent en grande pompe leurs œuvres, sans qu'on dise « Ah oui, ce sont des peintures d'un analphabète, alors que celui-là sort de la cambre ». Okay. Mais donc, on devrait faire que tout le monde ait droit à la parole et que toutes les paroles soient reçues avec la même considération. Et donc l'éducation permanente recherche vraiment tente à réduire l'écart entre un idéal et la réalité. Okay. Mais en se focalisant sur la culture, disons comme ça. D'accord. On va s'intéresser un peu maintenant à ton activité artistique. Donc tu es conteur, percussionniste, enfin, je vais te laisser définir... Non, tu le dis déjà très bien. Explique un petit peu en gros, bon. Ou en détail. Bon, alors disons que j'écris de la poésie que je mets sous la forme d'un rituel en vue de performances publiques, interactives, seul ou avec. J'ai une acolyte, Sylvie Bruno, louviéroise aussi, qui m'accompagne quand elle en a le temps, ou qu'elle en a envie. Et puis on travaille bien. Voilà. Je crée aussi des contes sans les écrire. Curieusement, je n'arrive pas à les écrire. Donc, je crée des contes que je pourrais réciter, en veux-tu, en voilà. Je pourrais réciter 10 contes que j'ai déjà créés en une soirée. On pourrait venir m'appeler tout de suite pour dire « Viens réciter 10 contes » et puis je le ferai. Mais c'est des choses, mais je n'arrive pas à écrire mes contes. C'est assez étrange comme... voilà un peu ce que je fais artistiquement. Et pour créer, je ne me suis pas mis à écrire de la poésie, à créer de la poésie avec les oreilles vides. J'ai entendu des gens réciter de la poésie, parler de la poésie.
J'ai aussi lu des gens qui parlaient de la poésie, et j'ai bien sûr lu, heureusement pour moi, la poésie de certains auteurs. Comme tu m'as demandé d'apporter un objet, je vais te présenter cet objet, et à partir de la présentation de cet objet, j'espère que je pourrai mieux faire comprendre ce que je fais comme poète et performeur. D'accord. Tu as là une image. Cet objet, c'est d'abord une image visuelle. Et il faut savoir que dans les traditions africaines, et c'est probablement vrai partout où on est en situation d'oralité, les images se trouvent toujours dans un entre-deux. Une image se trouve dans un entre-deux, l'entre-deux étant la parole qui a inspiré l'image et l'exégèse de l'image, et le commentaire, l'interprétation de l'image. Bon. L'image est un entre-deux aussi, d'une autre façon, c'est la ligne de démarcation, ou la ligne de démarcation entre le monde connu et le monde à explorer. C'est à dessein que je parle non pas de monde inconnu, mais de monde à explorer. Parce que l'image est une invitation à la recherche, ou une invitation au voyage, comme je crois que c'est Baudelaire qui parlait de ça. Donc, l'image en soi invite à explorer, et l'image se présente comme un seuil qu'il s'agit d'enjamber pour explorer. Alors, cette image est donc entre deux paroles. La parole mère de cette image, c'est un récit, un mythe ou une légende, je ne sais pas comment situer ça, qui raconte justement la naissance de la poésie, et j'ai envie de dire des activités relevant de l'esthétique dans mon groupe ethnique qui se trouve dans la région de Yaoundé, au sud du Cameroun, et puis au nord du Gabon, en Guinée équatoriale, et un petit peu aussi à l'ouest du Congo-Brazzaville. Cet instrument est lié à une histoire dont voici un résumé. Un groupe de personnes, il ne s'agit pas de millions de personnes, c'est peut-être 50 personnes, peut-être 200 personnes, se trouvent dans la forêt équatoriale et cherchent un endroit où ce groupe-là va pouvoir s'installer pour vivre perpétuellement en paix. Mais ce groupe est toujours en marche parce que, au moment où commence cette histoire, où a lieu l'événement qui crée cette histoire, ce groupe-là est déjà dans une sorte de routine de la défaite, de la débandade, chaque fois qu'il rencontre un autre groupe. Et entre deux défaites, si je puis dire comme ça, après une défaite, ce groupe qui a à sa tête un forgeron se trouve dans une situation vraiment désespérée. C'est qu'un matin, le forgeron ne se réveille pas. Et comme dans les temps anciens, on savait faire la différence entre être dans les pommes, être dans le coma, entre être mort, les gens l'auscultent et voient qu'il n'est pas mort et qu'il faut quand même le transporter jusqu'à ce qu'on le réveille, que sais-je encore. Et ce forgeron se réveille après 7 nuits. Et à son réveil, oui ça va, forgeron. Et alors il leur dit, écoutez, je vais vous raconter une chose. J'ai eu une vision, la vision de l'origine de l'univers. Et il raconte que, bon, bien sûr, il fait d'abord une petite mise en place, il faisait noir, il faisait froid, je n'entendais rien, je ne voyais rien, etc., etc. Et voici que ce forgeron entend qu'on
prononce son nom. Il ne sait pas d'où vient la voix, mais il a vraiment une voix comme ça qui l'appelle. Et le forgeron répond, et la voix finit par lui dire de se taire et d'écouter et de regarder. Quand la voix lui demande de regarder, le forgeron aperçoit une boule métallique. Et la voix demande au forgeron, la voix dit au forgeron, il y a de l'intelligence dans cette boule. La vois-tu rayonner? Le forgeron dit non. Et le dialogue fait qu'ils se rendent compte que l'intelligence ne rayonne pas parce qu'elle n'en a pas la volonté. Elle n'en a pas le désir. La voix lui dit, écoute, maintenant voilà le désir ou la volonté de rayonner. Mais l'intelligence ne rayonne quand même pas. Et le dialogue dévoile que c'est parce qu'il lui faudrait aussi la force de rayonner. La voix lui dit donc, voici la force. Et là, la boule se met à rayonner, à émettre de la chaleur et émettre de la lumière. Et là, la boule devient très rouge et puis pâlit peu à peu, elle devient orangée, jaune, et puis quand elle est presque blanche, elle explose. Et la substance de la boule se répand partout. Et quand elle se dépose, on voit apparaître les minéraux, les végétaux et puis les animaux. Et là, devant ce spectacle absolument splendide, le forgeron reste bouche bée. C'est extraordinaire ce qu'il voit là. Et là, la voix lui dit, écoute, qu'est-ce que tu vois? C'est de l'harmonie, tout est à sa place, c'est de la beauté. Et alors, le dialogue révèle donc au forgeron qu'il connaît toutes ses défaites parce qu'il n'arrive pas à créer de l'harmonie dans son groupe. Et il faudra donc qu'il imite ce qu'il vient de voir pour créer l'harmonie dans son groupe. Mais comment vais-je faire ça? Demande le forgeron. Et la voix lui fait voir l'ancêtre de cet objet. Ok. Et il lui dit bien sûr des façons de parler à la foule pour la galvaniser, pour l'unir, pour la fédérer avant de la projeter dans l'action. Et à partir de ce moment-là, le forgeron, qui avait l'habitude de travailler la matière, va être celui qui travaille l'esprit. Et en ce temps-là, le forgeron était considéré comme l'homologue, si tu veux, du principe créateur parmi les humains. Tu avais le principe créateur du cosmos et le principe créateur de la société, de l'organisation sociale, communautaire. C'était en quelque sorte le forgeron. Parce que jusque-là, le forgeron fabriquait 3 choses. En fait, avant l'histoire, 2 choses très importantes, des outils et des armes, qui permettaient qu'on perpétue la vie et qu'on garantisse la sécurité. Donc la nourriture et la sécurité. Et tu vois qu'il manque un élément, un fait très important pour qu'on ait une culture, il faut aussi la vie de l'esprit. Jusque-là, il n'avait pas la vie de l'esprit. C'est depuis qu'il a contemplé la naissance du cosmos qu'il acquiert les capacités de produire une vie de l'esprit à travers cet instrument. L'homologue
le forgeron est l'homologue du principe créateur parce que, comme le principe créateur, il utilise les 4 éléments qu'il associe dans des proportions qui relèvent du secret. Alors, le secret, ça renvoie à 2 choses. Le secret, c'est quelque chose que je sais et que je m'abstiens de te dire parce que j'ai promis de ne pas divulguer l'information qui est donc la substance du secret. Mais le secret, c'est aussi quelque chose, une trouvaille pour bien faire et qu'on n'arrive quand même pas à communiquer. Tu vois? La personne pourrait te dire comment elle fait ses pâtes à la bolognaise en te disant je mets 1 kilo de ceci, 3 grammes de cela, 3 microgrammes de ceci. Tu vas faire exactement la même chose que la personne t'a dit de faire, mais quand tu goûtes à tes pâtes à la bolognaise, ce n'est pas comme les pâtes de l'autre. Cette personne voudrait vraiment te faire les pâtes comme elle, hein? Mais elle aura beau te parler dans toutes les langues que tu ne sauras quand même pas. Et puis un jour, tu vas inventer ta propre recette. Le truc par lequel cette personne a fait ses pâtes bolognaises, c'est aussi le secret de la personne. C'est son secret. Ouais. Alors c'est ça. Donc le principe créateur a créé l'univers d'une façon qu'il ne peut pas nous communiquer. Comme le forgeron utilise les 4 éléments d'une façon qu'il ne peut pas nous communiquer, mais il fabrique des armes, il fabrique des outils. Mais comme il fabrique de la beauté, mais à partir de ceci, il va apprendre à fabriquer de la beauté, c'est-à-dire de l'harmonie. Rien n'est beau qui n'a pas été harmonieux avant. Alors, cet outil du poète nous montre très bien qu'en fait c'est un outil de forgeron. Tu as d'abord cette tige qui figure le lien entre ceux qui sont dans le monde connu et ceux qui sont dans le monde à explorer. Deuxième chose, tu as donc les 4 éléments. Mais ces 4 éléments, pour le poète qui en général était le fabricant de son outil, de son instrument, ces 4 éléments reposent sur ce chevalet qui est situé quelque part entre le monde connu et le monde à explorer, et c'est le secret du poète lui-même. Et puis, ces caisses de résonance sont un peu la figuration de l'œuf de l'origine du monde, qui a explosé, répandant sa substance pour créer le cosmos comme entité harmonieuse, comme totalité harmonieuse. Et c'est exactement la fonction que jouent ces caisses de résonance, des calebasses. Ce qui sort de là crée une ambiance harmonieuse propre à la divulgation de la parole qui vient du monde à explorer. Et le poète du 10 heures d'épopée est un peu, justement, ce moyen par lequel on explore donc le monde qui n'est pas encore connu. Tu vois que on passe ici de la métaphysique, la création, l'origine de tout, à la cohésion sociale, donc à la politique. Parce que la cohésion sociale n'est jamais un statu quo. C'est des combinaisons, des recombinaisons, des recyclages, qui, jusqu'à ce qu'on obtienne une situation plus ou moins satisfaisante, mais quand cette situation satisfaisante devient lassante, ou que sais-je encore, ou insuffisante, à nouveau des recombinaisons, des recompositions, que sais-je encore. C'est-à-dire que
C'est en cela que l'on peut dire que ces poètes traditionnels sont des poètes engagés. Parce qu'ils concrétisent, si tu veux, la métaphysique et font que leur travail passe de la métaphysique à l'éthique, à la politique. Tu vois? Okay. Donc, ce ne sont pas des poètes comme certains poètes romantiques dont je ne me moque pas, le poète qui est à l'écart de tout, qui est une sorte de, voilà, un peu, bon, je ne me moque pas d'Antonin Artaud, j'aime beaucoup Antonin Artaud, mais il y a un peu le culte du poète qui est indigent. Non. Les poètes ici, ils vont à la chasse quand c'est l'heure de la chasse. Ils font de l'agriculture quand c'est l'heure de l'agriculture. Tu vois, ils font la guerre quand c'est l'heure de la guerre. Et d'ailleurs, ces poètes-ci, c'est vrai qu'ils parlaient beaucoup de combats, s'accoutraient en guerriers. Ils s'habillaient pendant leur performance comme s'habillaient et se tatouaient les hommes allant à la guerre. Et c'est très 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 intéressant, ceci pour te dire que c'est un peu ce que je fais, c'est ce qui m'inspire, je m'inspire de cette façon de faire pour faire de la poésie. D'accord. C'est une discipline artistique empreinte de spiritualité et d'engagement politique. Exactement. Super. Bon, en tout cas, c'est passionnant, et c'est aussi très passionnant la manière dont tu l'exposes. Et je pense que, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, tu as quelque chose d'autre que tu voudrais aborder? Dans ce cadre-ci, rien ne me vient dans l'immédiat, sauf peut-être à dire que je pense que nous vivons une époque, à la Louvière comme ailleurs, où suivre ou subir les événements est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Je pense que nous avons épuisé un peu nos cartouches et qu'il faudrait que, à la Louvière comme ailleurs, des citoyens qui sont conscients de la façon dont notre ville évolue, quelles que soient leurs obédiences politiques, en tout cas qu'ils s'entendent déjà pour se mettre d'accord sur un diagnostic, et puis chacun agissant à sa façon. Voilà, donc je pense qu'il est urgent d'entrer en action. Oui, déjà, et dans la réflexion partagée. Super. En tout cas, merci infiniment, Maximilien, pour ce témoignage qui est vraiment passionnant, plein d'authenticité, plein de choses intéressantes. Tu seras toujours le bienvenu. Merci. Donc peut-être à une prochaine. Et merci beaucoup. Voilà. Et moi, ce que je peux dire, c'est que justement, ces gens-ci disent que parole ne vaut que d'être entendue. Et donc c'est plutôt moi qui te remercie d'avoir jugé utile d'entendre mes modestes paroles. C'était vraiment, en tout cas, des paroles très intéressantes, très enrichissantes, pardon. Merci. Merci Maximilien, peut-être à une prochaine. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu sur Drapeau Blanc. Merci beaucoup.